Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du dernier journal télévisé de la semaine dont voici le sommaire. La Société nationale industrielle et minière SNIM a réalisé une augmentation remarquable de sa production atteignant un niveau record de 9,5%. Ce regain de la production de la SNIM a permis au secteur minier d'afficher des performances exceptionnelles au cours de cette année, indique le rapport annuel 2023 de la Banque centrale de Mauritanie. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion a ordonné la résiliation du contrat de l'entreprise et du bureau de suivi chargé de la construction d'une école fondamentale au village de Birelbine dans la commune de Boutilimite. Cette décision a été prise samedi à la suite d'une visite au village pour inspecter l'état d'avancement des travaux de l'ouvrage. Le président de l'Union des forces du progrès, l'UFP, Mohamed Mouloud, et une forte délégation de son parti ont rendu samedi 5 octobre une visite au président de ERA Mauritanie, Biram Dahabed, à son siège de l'ILOCA à Nouakchott. Bonsoir et ravi de vous retrouver pour partager avec vous cette édition dominicale d'information de la semaine qui s'achève. Mais tout d'abord, notons que le président mauritanien Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, président de l'Union africaine, est arrivé ce samedi soir à Hambourg, en République fédérale d'Allemagne, pour une visite d'amitié et d'affaires à l'invitation officielle du président allemand Frank-Walter Steinmeier. Selon une source officielle, au cours de cette visite, le président mauritanien participera au Forum allemand pour le développement durable organisé à Hambourg et aura des entretiens officiels avec le président allemand à Berlin. À son arrivée à l'aéroport international de Hambourg, M. Ould Ghazouani a été accueilli par le maire de la ville et le coordinateur du forum, ainsi que par l'ambassadeur de Mauritanie en Allemagne, M. Khan Boubacar, et les membres du personnel de la mission diplomatique de Mauritanie à Berlin. La Société nationale industrielle et minière a réalisé une augmentation remarquable de sa production atteignant un niveau record de 14,01 millions de tonnes au cours de l'année 2023 contre 12,79 millions de tonnes en 2022, soit une augmentation de 9,5%. Ce regain de la production de la SNIM a permis au secteur minier d'afficher des performances exceptionnelles au cours de cette année, indique le rapport annuel 2023 de la Banque centrale de Mauritanie. Cette réussite découle de l'amélioration du rendement et de l'efficacité opérationnelle de la SNIM, lui permettant ainsi de répondre à la demande croissante de minerais de fer sur le marché mondial, souligne le dit rapport remis par le gouverneur de la BCM, Mohamed Lemine Zehbi, au président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. Toujours selon ce document, le PIB des activités extractives de minerais de fer en termes réels a progressé de 9,6% en 2023 contre 0,5% en 2022. Par contre, le PIB de la production de fer en termes nominaux s'est établi à MRU 32,9 milliards, enregistrant une hausse de 4,6% par rapport à son niveau de 2022. Cette hausse nominale représente 27,7% du PIB du secteur secondaire et 8,5%. Une circulaire du ministère mauritanien de la Santé adressée aux directeurs régionaux de la santé et aux directeurs d'hôpitaux interdit l'approvisionnement en médicaments des formations sanitaires qui ne suivent pas la voie tracée par le ministère. La circulaire signée du ministre de la Santé et qui insiste sur la nécessité d'une mise en œuvre rapide de son contenu rappelle que l'approvisionnement en médicaments des formations sanitaires publiques est assuré exclusivement par la centrale d'achat de médicaments et de matériel médical CAMEC. Récemment, a-t-il dit, il a été constaté que certains établissements de santé publics ont été approvisionnés en médicaments hors du circuit préalablement fixé. La circulaire conclut que les mesures nécessaires seront prises pour permettre à la CAMEC de répondre aux besoins des établissements de santé publics en matière de médicaments et de fournitures médicales. Toujours dans le même chapitre, le ministère mauritanien de la Santé a également publié ce vendredi une circulaire visant à appliquer strictement le contenu de la décision numéro 00850 du 5 novembre 2020 qui appelle à une présence permanente dans les services de santé. La circulaire publiée par le ministère sur sa page Facebook a été adressée
à tous les directeurs régionaux de la santé et des directeurs d'hôpitaux. Le ministère précise que le régime de permanence commence à la fin des heures normales de travail et se termine au début des heures normales de travail du jour suivant, sans possibilité de dépasser un total de 15 performances par mois. Un total de 30 jours par mois sans aucune équipe est autorisé dans les établissements qui ne disposent pas d'un nombre suffisant de travailleurs pour assurer la rotation des équipes. Toute forme de flagornerie ou de non-respect des roulements programmés et de l'obligation annule automatiquement le droit à ces primes et expose son auteur aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur, ajoute le communiqué. Le transfert de 1138 instituteurs et professeurs vers leur lieu de travail dans les différentes régions de l'intérieur a commencé vendredi à l'école normale des instituteurs à Nouakchott. Cette opération comprend des enseignants, des professeurs et des prestataires de services sortant ou réengagés pour renforcer le personnel éducatif dans le pays. La nouveauté de l'opération cette année est qu'ils seront transférés dans les régions où ils ont été mutés pour enseigner et ensuite convoyés à leur lieu de travail, contrairement aux années précédentes où ils étaient transportés seulement vers les capitales des régions. Dans une déclaration à la presse, l'un des professeurs arrivés dans la ville de Kifa a rassuré sur le fait de tout mettre en œuvre pour accomplir leur travail avec professionnalisme. Nous avons rencontré monsieur Ledren avec les Wali et nous avons passé toutes les nuits avec le monsieur Ledren. Alhamdulillah, nous sommes là avec les Wali, on a fait les dîners avec lui. Et aussi, il a donné les conseils pour les maîtres qui sont sortants cette année. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Cheikh Ould-Badda, a ordonné la résiliation du contrat de l'entreprise et du bureau de suivi chargé de la construction d'une école fondamentale au village de Bir el-Bin dans la commune de Boutilimit. Cette décision a été prise samedi à la suite d'une visite au village pour inspecter l'état d'avancement des travaux de l'ouvrage. D'ailleurs, les habitants se plaignent du retard dans la livraison de l'établissement. Taazour ne recevra des entrepreneurs aucune installation qui ne respecte pas les normes de qualité et les cahiers de charges, a-t-il déclaré selon un communiqué publié sur la page officielle de la délégation. Dans le même contexte, il a ajouté que tout le monde est soumis à ce qui est stipulé dans les contrats en matière de qualité et de délai selon ces termes. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Ali Ould El-Verik, a effectué vendredi une visite d'inspection à l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi. La visite s'est déroulée en présence du directeur général de l'Agence de l'aviation civile, M. Gaïdé Abdoulaye Abbas, et d'un certain nombre de cadres du ministère. L'objectif de cette visite était d'inspecter les services fournis par cette infrastructure vitale. Le ministre a déclaré que les conditions de travail sont bonnes et que les mesures prises à cet égard se déroulent comme prévu, appelant les équipes à redoubler d'efforts pour améliorer ce service vital. Pour sa part, le directeur général d'Afroport en Mauritanie, M. Badr Leblouchi, a souligné la volonté de la société d'assurer la sécurité de l'aéroport, de ses pistes et de ses espaces par les patrouilles permanentes, ajoutant qu'elle travaille en coopération avec l'Agence nationale de l'aviation civile et le ministère pour augmenter le trafic à l'aéroport et le revitaliser. Il a ajouté qu'il travaille sur des plans dans un futur proche qui contribueront à l'amélioration et au développement des services de l'aéroport conformément à la vision du département de l'équipement et des transports. Le président de l'Union des forces du progrès, l'UFP, Mohamed El-Mouloud, et une forte délégation de son parti ont rendu ce jour, samedi 5 octobre 2024, une visite au président de l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste ERA et président de la coalition qui l'avait soutenu lors de la présidentielle de 2024, Biram Da Abeid, à son siège de l'ILOCA à Nouakchott. Un retour d'ascenseur de Mohamed El-Mouloud qui a tenu à rendre la courtoisie au président Biram Da Abeid et à sa coalition qui, pour rappel, avait fait le premier pas en se rendant au siège de l'UFP il y a quelques semaines pour recoller les morceaux d'une dissension politique qui avait failli se terminer devant les tribunaux. Compte rendu, Sid Ahmed Mohamed Fadel.
Après une rencontre à huis clos entre les deux délégations, l'impatience de la presse et des militants restés en masse dans la salle de conférence a été assouvie par les discours qui leur ont adressés par les deux dirigeants. Dans son intervention, Ould a tenu à saluer le courage et le sens de la responsabilité qui ont animé la démarche de Biram Da'abed. Lorsque ce dernier, accompagné des membres de sa coalition, se sont rendus au siège de l'UFP pour présenter ses excuses suite aux différends qui les avaient opposés. Ould a appelé à dépasser ce triste épisode dans les relations entre les deux camps et a appelé à une union sacrée de l'opposition autour des questions essentielles auxquelles la Mauritanie est aujourd'hui confrontée. Nous sommes venus aujourd'hui en délégation de l'UFP de haut niveau, en réponse à la démarche que nous avons jugée très courageuse, très responsable, très courageuse moralement et politiquement, très responsable aussi, faite par le président Biram il y a quelques semaines, en se rendant au siège de l'UFP pour présenter des excuses. Nous avons considéré à l'époque que les différends qui n'avaient pas à avoir lieu est complètement dépassé et enterré. Mais nous avons tenu à venir ici pour confirmer notre appréciation du geste que le président Biram a fait à notre endroit et aussi pour consolider le retour aux relations normales entre les deux forces politiques que nous représentons dans l'opposition. C'est aussi le lieu de remercier les alliés du président Biram, la coalition qui ont assisté à cette rencontre et qui ont exprimé à notre endroit des positions, des sentiments positifs et une disponibilité certaine sur le plan politique. Je suis sûr que cette rencontre, avec l'aide de Dieu, contribuera à rendre possible la reprise des concertations entre l'ensemble des acteurs de l'opposition par rapport aux grands enjeux de la scène politique actuelle du moment. À son tour, Biram Da'abed a remercié le président de l'UFP et sa délégation pour leur démarche amicale et fraternelle, louant le sens de patriotisme et d'engagement du président Ould qui fut, rappelle-t-il, son professeur à l'université de Nouakchott. Il a salué en lui le formateur qui a accompagné aussi bien dans leur formation universitaire que politique plusieurs générations. Il a enfin déclaré que la coalition qu'il présidait et qu'il avait accompagnée tout au long de son combat pour son accès à la magistrature suprême devient la coalition des forces politiques de l'opposition. Et je pense que des millions de Mauritaniens et beaucoup de gens, des observateurs et des gens qui aiment la Mauritanie à l'extérieur, ont toujours exprimé leur déception par rapport à l'éclatement de l'opposition mauritanienne et de son manque d'unité. Je pense que maintenant, le président de l'IFP, son parti et les cercles dirigeants de son parti ont maintenant donné l'espoir à beaucoup de Mauritaniennes et de Mauritaniens et de gens étrangers qui aiment la Mauritanie. Ils leur ont donné l'espoir que l'opposition mauritanienne est capable de s'unir. Donc le peuple est capable de vivre les changements. L'IFP, en tant que parti et en tant que membre d'une coalition politique, ils ont posé un acte qui pourrait servir de base pour une nouvelle Mauritanie. C'est le pacte républicain. Je pense que nous n'avons jamais eu des griefs de fond significatifs contre le pacte. C'était seulement la forme, et la forme est en train d'être corrigée. Je pense que nous, à la coalition Biram 2024, Biram Président 2024, nous sommes dans une période, dans une phase
de réorganisation, de refondation de cette coalition vers une coalition politique active et unie, dynamique sur l'échiquier politique mauritanien. Il faut souligner pour finir que Biram Da Abeid considère à ce jour que le pacte républicain qu'il avait lui-même rejeté ainsi qu'un large pan de l'opposition pourrait bien devenir le credo d'une nouvelle plateforme de dialogue avec le pouvoir. Une équipe multipartite serait selon lui à pied d'œuvre pour son réaménagement. Nous ouvrons à présent notre magazine du dimanche qui fait un flashback sur le forum économique entre la Mauritanie et le Sénégal, un focus proposé par Fofana Issa. À l'occasion du dernier forum sénégalo-mauritanien qui s'est tenu en début de semaine à Dakar, une nouvelle coopération entre les deux pays prend de la consistance avec la création d'un conseil d'affaires sénégalo-mauritanien. Les deux pays séparés par le fleuve Sénégal sont restés en froid pendant des années suite au conflit territorial des années 90. Les choses s'améliorent depuis des années et aujourd'hui, les deux nations sont liées par le gisement offshore de gaz de GTA partagé entre le Sénégal et la Mauritanie qui lie leurs intérêts financiers et leur développement. Il faut d'emblée rappeler que la visite du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye en avril dernier auprès du président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani est en elle seule un symbole édifiant. En effet, le président sénégalais a réservé son premier déplacement à l'étranger à son homologue mauritanien. Les accords donc dans le domaine de la pêche se sont stabilisés et le pont sur le fleuve Sénégal est en passe d'être inauguré dans les prochains mois. Les exportations sénégalaises vers la Mauritanie ont, elles, été multipliées par 3 sur les 4 dernières années et les projets transfrontaliers fleurissent toujours. Ce premier forum sénégalo-mauritanien est donc arrivé à point nommé dans le paysage. Composé de 24 membres répartis de façon paritaire, il sera co-présidé par Leila Bouamatou, directrice générale de la Générale de Banque de Mauritanie, la GBM, et par Antoine Gomme, directeur général de la GSIE Technologie du Sénégal. Leila Bouamatou a tout de suite déclaré qu'elle encourage vivement à saisir cette chance unique de tisser des alliances stratégiques, de développer des projets concrets et de jouer un rôle clé dans l'intégration économique et régionale. C'est ensemble donc que ces opportunités peuvent être une réalité tangible pour les deux pays et pour l'Afrique. Cependant, il y a des préalables à ne pas occulter, comme le rappelle si bien l'opérateur socio-économique Sidi Khalifou. Ce n'est pas les marchés publics, ce n'est pas la facilité publique, ce n'est pas forcément les crédits, mais c'est l'entrepreneur et la ressource humaine qui est fondamentale. Et parfois à partir de zéro et avec des faibles moyens. Là-dessus. Ça, c'est le premier peut-être défi majeur. Comment les former, comment les trouver, c'est que des questions par rapport à ça. Le deuxième, des ressources de financement adaptées, et particulièrement en capital. Comment trouver des ressources de financement? On parle beaucoup de financement du secteur privé, mais quand on est dans le secteur privé, on cherche, on n'en trouve pas adapté. Effectivement, il y a beaucoup de financements internationaux, on parle de 10 millions d'euros, 15 millions d'euros, 20 millions d'euros, c'est vrai que c'est bien, mais c'est très limité. Comme on l'a dit et quelqu'un l'a dit ce matin, on est quand même dans des secteurs informels, dans une majorité des PME, et c'est ça qui fera le développement des pays, et ceux-là n'ont pas accès à ces financements. Et je parle surtout du capital. Les crédits existent, mais il est très cher, et ça n'a jamais développé l'investissement. Le crédit devient un accompagnement. Je parle du capital et malheureusement, nous avons effectivement, on peut dire entre guillemets, des riches en Afrique. Nous avons peut-être beaucoup de fonds internationaux, mais là on parle de fonds publics et d'investissements nationaux pour pouvoir avoir une facilité de développement des entreprises. Et c'est ainsi qu'on peut toucher les secteurs, mais sans cela on reste très limité, et surtout ceux qui n'ont pas de financement, parce que sinon on reste limité à une minorité de gens. Voilà deux défis majeurs, je pense. En filigrane de tout cela, les deux pays ont un intérêt majeur pour coopérer dans le secteur de l'énergie, à la fois sur les hydrocarbures, dans le solaire et l'hydrogène, mais avec comme vecteur commun l'inclusivité régionale, comme l'illustrent les propos de la directrice de l'Agence pour la promotion des investissements en Mauritanie, Aïssa Talam. Je pense que comment tu le décris, je pense tout de suite aux ZES, bon, en ce qui nous concerne les zones économiques spéciales.
Et je disais tout de suite qu'en Mauritanie, je pense que l'idée de ZES n'est pas encore très poussée. Donc on est dans le cadre réglementaire, dans le code des investissements, on a ce qu'on appelle les pôles de développement. Donc un pôle de développement aujourd'hui, c'est l'État qui, à travers justement les analyses sectorielles, les inputs des différents ministères clés, réalise ou décide qu'une région donnée est un pôle de développement par décret. Parce qu'il y a des potentialités au niveau agricole, au niveau de l'élevage, etc. Et donc, on décide de faire de cette région un pôle de développement. Donc, qu'est-ce que ça induit ? Des incitations fiscales. Donc, dans le code, un pôle de développement, on a des exonérations douanières et fiscales pendant une période donnée. Mais je pense que ça, c'est au niveau institutionnel. Le rôle du secteur privé, de la société civile, des Nations Unies et des partenaires au développement, c'est aller au-delà. Donc je pense que l'idée de rendre la zone plus attractive, c'est de créer de l'activité. Donc ce concept d'incubateur dont tu parlais, on sait qu'il y a un réel appétit pour le numérique. Donc pourquoi ne pas, au niveau de Nouadhibou, avoir un espace dédié, une ZES numérique où on aurait toutes les infrastructures possibles pour qu'une start-up qui n'a pas les moyens de débuter tout seul, sans site capital, etc., peut venir s'implanter et développer son activité. Pareil pour l'agriculture. Le besoin de structuration des deux pays dans ce secteur est énorme, car il manque de compétences, de sous-traitants et d'infrastructures de support qui sont nécessaires pour l'exploitation de ces énergies. Et ce n'est pas le patron de la zone franche de Nouadhibou qui dira le contraire. Alhamdulillah, nous avons beaucoup de potentialités et beaucoup d'opportunités. On a parlé tout à l'heure des produits halieutiques, mais c'est à Nouadhibou que ça se débarque. Nous avons des problèmes de transformation de nos produits. Il faut qu'ils le soient. Jusque-là, ils ont toujours été envoyés ou en tout cas exportés à 80% des cas, ou même 90% à l'état brut. Il faut qu'il y ait la transformation in situ pour qu'on puisse créer des emplois, pour qu'on puisse créer de la valeur ajoutée, pour qu'on puisse développer les secteurs et pour qu'on puisse également profiter de nos richesses nationales. Donc, il y a le secteur minier qui commence à prendre de l'importance. Il faut aussi envisager dès à présent pour voir comment on peut engager des mécanismes. Vous avez parlé du phosphate. Nous, on a les minerais de fer, on a l'or maintenant. Bon, donc, il faut bien qu'on voit comment ces produits-là peuvent profiter à notre jeunesse. Je ne peux pas terminer sans avoir une pensée peut-être émue pour les jeunes qui se prennent les pirogues chaque jour, qui meurent en mer par milliers. Bon, là, notre conscience est interpellée tous. On ne peut pas continuer de nous taire devant ça et de laisser ce drame humain se faire. Ça, c'est notre responsabilité, mais c'est la responsabilité de nos partenaires. Nos partenaires aussi doivent nous aider pour qu'on puisse donner davantage d'opportunités à nos jeunes pour qu'ils vivent ici dans la dignité. Parce que si quelqu'un n'a rien, si quelqu'un n'a pas de revenus, si quelqu'un voit sa famille dans la pauvreté, alors qu'il a des diplômes, alors qu'il a étudié, alors qu'on a consenti des sacrifices pour lui donner une formation, il faut qu'on pense à ça. À noter que le deuxième axe est lié à la transformation agricole et à la pêche qui doivent monter en puissance, car à ce jour, elles sont naissantes, voire inexistantes en Mauritanie, alors que le Sénégal a déjà pris de longue date une avance importante sur le sujet. Dans tous les cas, qu'à cela ne tienne, le renforcement de ce partenariat ouvre la voie à des opportunités pour les entreprises européennes qui ont du savoir-faire dans ce secteur, car il va augmenter le périmètre du marché avec un niveau de solvabilité régionale qui est monté en flèche avec l'arrivée de ces nouvelles ressources. Une chose est sûre, les mois qui suivront nous diront rapidement l'impact de l'initiative de ce forum sur la coopération et le développement des deux pays. Cette information est sur la dernière page de ce journal, mais avant de nous séparer, voici le rappel du sommaire.
La Société nationale industrielle et minière SNIM a réalisé une augmentation remarquable de sa production atteignant un niveau record de 14,01 millions de tonnes au cours de l'année 2023, soit une augmentation de 9,5%. Ce regain de la production de la SNIM a permis au secteur minier d'afficher des performances exceptionnelles. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion a ordonné la résiliation du contrat de l'entreprise et du bureau de suivi chargé de la construction d'une école fondamentale au village de Birenville, dans la commune de Boutilimite. Cette décision a été prise samedi à la suite d'une visite au village pour inspecter l'état d'avancement des travaux de l'ouvrage. Le président de l'Union des forces du progrès, l'UFP, Mohamed El Mouloud, et une forte délégation de son parti ont rendu visite samedi 5 octobre au président de IRAM Mauritanie, Biram Daabed, à son siège de l'IOCA à Nouakchott. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Vous pouvez la revoir au cours de sa rediffusion à minuit ce soir ou la consulter sur notre page électronique dont le contact s'affiche au bas de l'écran. Bon début de semaine et à bientôt.